Par l'invitation au genre de la dispensation Mélanie Guillemard. Présentez à récipiendaires, rejoignez vos emplacements. Marche.
1, 2, 2, 2, 2, 2. Présentez. Hop. Au voyant. Colonel Osusfi, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous nous faisons chevaliers de la Légion d'honneur. Colonel Fabrice Sambo, au nom du président de la République, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Colonel Martinez, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous nous faisons chevaliers de la Légion d'honneur. Reposez. Armes. Entrons dans l'ordre. Médaillés. Rejoignez les rangs. S'arrêter. Hop. Demi-tour. Droite. Le général de corps d'armée administrera la main avant de prononcer l'ordre du jour. Pardon. Ouvrez les rangs. Ordre du jour numéro 6. Officiers, sous-officiers, aviateurs, soldats, marins et personnels civils de la garnison de Lyon. En commémorant ce jour tous les morts pour la France et l'armistice du 11 novembre 1918 qui mit fin au combat de la Grande Guerre, tournons nos pensées vers ce conflit terrible qui fit 5 600 000 soldats tués ou blessés, 600 000 veuves de guerre et 1 million d'orphelins meurtris à jamais. De cette tragédie naquit un héroïsme particulier que nous célébrons aujourd'hui, celui de ce soldats intrépides, innovants et pionniers, qui ont su conquérir le ciel et faire triompher les armes de la France. Faire face d'abord chacun individuellement, engagé pour servir la France, ce service nous honore. Notre discipline, notre loyauté,
Notre disponibilité et le sens du sacrifice constituent le socle transmis en héritage par ceux qui sont tombés au champ d'honneur. Faire face aussi collectivement. La force des armées vient de leur cohésion, de la fraternité d'armes, du sens de l'intérêt général, valeurs sans lesquelles aucun succès n'est possible. Faire face enfin dans ce monde qui change. Les combats des tranchées, que nous pensions appartenir au livre d'histoire, font leur triste retour à l'est de l'Europe. Ce trésor est un don de nos anciens. Il nous revient à notre tour de le transmettre. Car faire face, c'est surtout se lever sans cesse contre les promesses d'orage et travailler chaque jour à des lendemains lumineux. Fermez le banc. Des milliers de soldats sont morts, des gaz asphyxiants utilisés par les Allemands. En février 1916, les Allemands lancent une offensive à Verdun. 163 000 soldats mourront pour la France lors de cette bataille. La bataille de la Somme, qui a fait près d'1 million de morts, français et anglais confondus, permettra de relâcher la pression allemande sur Verdun. En 1918, la guerre redevient une guerre de mouvement, ce qui n'empêchera pas les bombardements des villes. Ainsi, plus de 500 000 Parisiens seront Paris pour la province. Ce premier conflit mondial a entraîné des débordements définitifs dans l'économie de la planète et il s'en est suivi la crise de 1929. À cet aspect économique s'est ajouté un bouleversement géopolitique qui n'a pu être évité par les différents traités complémentaires. Que maintenant, la grande paix humaine est possible. Ainsi s'exprimait Jean Jaurès, 10 ans avant le début de la Grande Guerre, et donc de sa mort. Dans un discours dédié à la jeunesse du pays, au travers duquel il faisait l'éloge de notre République, désormais devenu selon lui non seulement œuvre commune, mais régime incontesté. Ce qui le remplissait d'un optimisme qu'il voulait partager. Et en ce 11 novembre, pour nous souvenir ensemble. Pour nous souvenir ensemble de l'immensité des sacrifices réclamés par la Première Guerre mondiale. Nous voilà rassemblés pour commémorer la victoire et la paix, la victoire contre des pays aujourd'hui amis. La paix, comme soulagement et comme délivrance pour tous les peuples belligérants à la valeur. La paix, comme perspective de vie pour tous les belligérants depuis. Et pour rendre hommage à tous les morts pour la France, comme je l'ai dit, à nos soldats tombés au champ d'honneur, à nos combattants des conflits hier et aujourd'hui, à toutes celles, à tous ceux qui ont donné leur vie pour le pays. Ainsi, notre première pensée va aux femmes et aux hommes engagés dans nos armées qui ont perdu la vie récemment, combien il y a longtemps. La moindre intervention là, le moindre engagement est un risque mortel commis par nos soldats. Au cours de ce dernier demi-siècle, ils sont près de 650 à avoir péri en opération extérieure. Lyon ne les oublie pas. Lyon adresse à leur famille et à leurs proches l'expression de sa pleine affection. Et puisque nous songeons à celles et ceux qui nous protègent, je voudrais saluer, parmi tous les présents, qui va également par reconnaissance personnelle, autant par reconnaissance de la ville, les étudiants des escadrilles Air Jeunesse de la base 942. La base aérienne 942 de Lyon-Montvernin, que j'ai eu le privilège de pouvoir visiter, a reçu son numéro en 1964, il y a 65 ans exactement. C'est donc un anniversaire. Elle joue un rôle décisif dans notre protection, et je prononce cela au moment même où notre armée de l'air se déploie actuellement en Croatie, dans le cadre de la mission Normandie. Par
Unilever célèbre également cette année son 90e anniversaire. Ce qui signifie qu'elle n'existait pas en tant que telle pendant la Première Guerre mondiale, même si, dans l'aviation, il y a eu un 300. Pour rendre hommage aux pionniers, une exposition est d'ailleurs visible en face de l'île du Souvenir. On remercie instantanément le musée du patrimoine militaire de Lyon et sa réunion pour sa réalisation. Elle nous rappelle que la Première Guerre mondiale a été la première guerre moderne. La métropole de Lyon était aussi un vaste terrain d'aviation. Villeurbanne avait, sur son site de la Toilette, réuni par moins de 100 000 personnes en 1910 pour suivre les compétitions aériennes. On volait à Montplaisir, à Bron. Entre 1914 et 1918, il passe le plus important centre d'aviation en France, notamment à partir de l'école créée par le Lyonnais Adèle Louis Guillaume. On y formera pendant la Grande Guerre près de 12 000 hommes au pilotage, à la mécanique et à l'assemblage d'avions. Après avoir décortiqué longuement l'implacable mécanique des Allemands se retrouvant de puissance, j'aurais dit, citoyens, dans l'obscurité qui nous environne, dans l'incertitude profonde où nous sommes de ce que sera demain, je ne peux prononcer aucune parole téméraire. J'espère encore, malgré tout, qu'en raison même de l'énormité des astres dont nous sommes menacés, à la dernière minute, les gouvernements se ressaisiront. Une chance pour le maintien de la paix et le salut de la civilisation, c'est que le prolétariat rassemble de toutes ses forces qui comptent un grand nombre de frères français, anglais, allemands, italiens, russes, et que nous demandons à ces milliers d'hommes de s'unir pour que le battement unanime de leur cœur écarte l'horrible cauchemar. Mais en ce 25 juillet 1914, il était déjà trop tard. Moins d'une semaine plus tard, Jaurès était assassiné. 3 jours après, on enterrait, et la France, presque simultanément, enterrait. Pourquoi ont-ils tué Jaurès? En plus que le triste sort des victimes innombrables de cette guerre programmée mais inévitable, nous avons le devoir de nous en souvenir. Jaurès avait la passion de comprendre et de transmettre. Il n'était pas un prêtre, comme les journalistes de l'Élysée et son ambassadeur. C'était un pacifiste qui croyait à la raison, un patriote de la patrie républicaine des droits universels, qui se désolait d'abord, je cite, que depuis 20 siècles et de période en période, toutes les fois qu'une étoile d'unité et de paix s'est levée sur les hommes, la terre déchirée et sombre a répondu par les clameurs de guerre. Or, il était convaincu que si la guerre avait pu avoir sa raison d'être par le passé, l'humanité était désormais suffisamment organisée et assez maîtresse d'elle-même pour pouvoir résoudre ces différends par le dialogue, la négociation et le droit. Affirmant ainsi, la guerre, détestable et grande quand elle était nécessaire, est atroce et scélérate quand elle commence à paraître inutile. Or, l'Europe, à la veille de la guerre, était brillante et littéralement le centre du monde. Peuplée de 400 millions d'habitants, soit le quart de la démographie mondiale, dotée d'une médecine qui ne cessait de progresser, avec une alimentation allant s'améliorant et globalement le meilleur produit de la planète. Elle jouait le rôle d'arbitre du commerce international et de la finance mondiale avec son système de crédit concentrant à Londres, Paris, Berlin, Vienne et Saint-Pétersbourg la quasi-totalité des centres de médecine. Bien que constituée du plus petit continent, l'Europe s'était imposée au travers de ses empires pratiquement partout, en Pacifique, en Afrique, en Asie, dans les parties substantielles de l'Amérique. Seulement, c'est bien de cet expansionnisme colonial de grande puissance sur chacune de son endroit que sa supériorité absolue et convaincue d'être investie d'une mission civilisatrice au détriment des autres, que s'est façonnée une forme d'avidité insatiable.
de concurrence pour l'accaparement des terres et des richesses, une productrice de tensions de tout moins contre-balance. Ainsi, pour ne rien dire de la situation bien connue des Balkans, on frôle la guerre en 1898 entre la France et la Grande-Bretagne pour le contrôle de l'axe de Cap de Caire. Le protectorat français sur la Tunisie en 1881 crée des tensions avec l'Italie. La prise de contrôle de l'Égypte par Londres en 1882 refroidit les relations avec Hongrie. Le traité anglo-portugais sur le bouche du Congo en 1884 attise les tensions avec Bismarck. La Russie poursuit, elle, sa descente vers les mêmes choses. Il nous laisse un devoir de gratitude, de lucidité et d'espérance. Le devoir de gratitude, c'est tout simplement se souvenir du sacrifice de ces jeunes hommes à l'idée des promesses de la vie qui ont consenti à tout donner pour que la France demeure. Les épreuves qu'ils ont traversées sont inimaginables. Pour nous en imprimer, laissons la parole à un témoin, le général de Castelnau. Leur vie, c'était, je le cite, marcher, marcher encore, marcher quand même à demi-mort de fatigue, tremper jusqu'aux os, envie de froid, ou bien épuisé de chaleur et de soif, par l'air embrasé d'une cheminée colorée. Gravir la pente du terrain sous le lourd fardeau du sac, chargé baïonnettes ou canons dans le sifflement des balles, le crépitement des mitrailleuses et le mugissement des obus. Combattre le jour. À l'heure où la tragédie de la guerre a pris son grand retour en Europe, à l'heure où certaines puissances remettent en cause tous les fondements de l'ordre et du droit international, ceux de 14 et ceux de toutes les guerres nous murmurent de continuer à défendre la paix. Le devoir d'espérance, c'est de ne jamais douter des ressources de la France pour venir à bout des défis qui se présentent à elle. La guerre change de visage, mais de génération en génération. Les soldats de France demeurent animés de la même volonté de défendre l'honneur et la patrie. En cette année du 80e anniversaire de la Libération, souvenons-nous des soldats du commando Schaeffer qui ont fait les tâches de Normandie le 6 juin 1944. Des soldats morts pour la France, ceux tombés pour le service de la nation et pour le service de la République, nous disent les pérennités françaises. Toujours aux armées sont là pour accomplir la mission. C'est pourquoi, réunis au pied du monument aux morts, élus, anciens combattants de toutes les générations du feu, enfants des écoles, nous ne sommes pas seulement la garde des morts, nous sommes d'abord les sentinelles des vivants. Vive la République et vive la France. Bravo. Je
Nous nous rappelons que vous pouvez imprimer l'exposition et les avant-premières de Merci. Est-ce que je pourrais l'aider, bien sûr. Là, je l'ai mis sur une jeune fille. Je crois.